On va passer de Guy Roger à Patrick D'Urville. On va parler d'ouvrage avec Koulsoum Libou, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est dans Causement Réunionnais. Koulsoum Libou, vous avez la parole. Bonsoir Patrick D'Urville. Bonsoir. Bonsoir Gismi, bonsoir Patrick D'Urville. Alors aujourd'hui on accueille Patrick D'Urville, un docteur en biologie marine et spécialiste des poissons tropicaux. Hein, c'est ça, c'est exact. Le terme exact c'est ichtyologue. Ah ouais, mais j'arrivais pas à le lire, je savais pas comment le prononcer. Personne ne sait ce que c'est. Ça vient du mot latin, je suppose, ictus. Voilà, c'est l'étude des poissons. Ah voilà. D'accord. Donc vous avez écrit, oui, au début, beaucoup sur les poissons, hein, poissons pélagiques de l'océan Indien, les poissons des eaux profondes. C'est ça. Un guide aussi sur les poissons. Hein, c'est ça. Voilà. Sur la crise requin, vous êtes prononcé, vous êtes quand c'était le moment. Et puis après, vous avez écrit aussi des romans de jeunesse avec Le Roi d'Ulysse. C'est celui qui a été édité en 2005 et reçu le prix Océan en 2016, qui vous fait connaître dans la littérature enfantine, parce que vous êtes déjà connu dans votre métier. Voilà, ça c'est mon vrai métier. Hein, oui. Donc j'ai fait quelques ouvrages sur les poissons. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire en fait. Je voyais que ça me plaisait, je voyais que j'y arrivais et que les livres étaient appréciés du public. Et donc, petit à petit, j'ai eu envie de raconter des histoires. Voilà. Oui. Et puis, très bien, puisque sort la trilogie avec Pirates de Bourbon, Faka le fugitif et Le Forban Noir. Donc là, ça y est, on repart, là, on quitte la Réunion du moment, on fait un bond dans l'histoire, à l'époque du marronnage, où ce jeune... je suis désolé de couper, c'est à l'époque de Levasseur ? Oui, c'est ça, c'est vraiment la... En fait, ce qui me plaît dans l'histoire de la Réunion, c'est la première partie. Hein, dans tous les musées de l'île, dans toutes les expositions, on traite de l'histoire de la Réunion à peu près à l'époque du train, à l'époque de l'industrialisation, à l'époque de tout ça. Mais ce qui est vraiment une véritable aventure, c'est la première partie. C'est là où les gens ont commencé à peupler l'île. Vous savez qu'en 1663, 1600 et quelques, il n'y avait personne sur l'île. L'île était déserte, absolument déserte. Et donc, il y a eu des gens du monde entier qui sont arrivés. Juste pour vous resituer, on situe la découverte de l'île vers 1545 par Pedro Mascarenhas, donc le portugais. Et après, les noms vont changer aussi. Hein. Il va y avoir une dizaine de noms qui vont se succéder. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Patrick D'Urville quand il dit ça, parce qu'à partir du moment où arrive Louis Payen sur l'île avec les femmes malgaches et la naissance d'Anne Mousse, juste à rappeler à chaque fois, Anne Mousse n'est pas le premier enfant né sur l'île. Anne Mousse est le troisième. Et la troisième. D'accord. Il y a eu deux cousins avant, mais comme c'est la première à enfanter sur l'île, c'est elle que l'histoire retient. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. C'est important. Et c'est vrai, je suis d'accord. Franchement, il y a une très belle histoire. Il y a j'allais dire, cet événement qui va faire partir Louis Payen quand les femmes vont arriver à Fort-Dauphin. Ça va créer la jalousie, les rancœurs, la guerre. C'est pour ça que... Non, tout à fait, vous avez raison. C'est ça. Donc, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire un peu sur cette première partie de l'histoire où tous ces gens arrivaient sur la Réunion. Il y avait la marine à voile à l'époque. C'était un voyage très compliqué, très long, plein d'aventures. Il y avait des pirates dans les eaux et il se passait des tas de choses. Donc voilà, c'était même assez facile d'écrire quelque chose, quoi. Et puis il y a aussi j'allais dire toujours ce fantasme du trésor de la Buse qui est toujours là. Et à un moment donné, ça a été même évoqué, je crois, à savoir si Pirates des Caraïbes allait venir faire ou pas. Il y a quelqu'un qui a essayé d'envoyer un message, un message à ceux qui faisaient le film, de faire tourner dans l'océan Indien et surtout à la Réunion la suite, d'autant que le trésor de la Buse reste un mystère. Un mystère. Personne ne l'a trouvé pour l'instant. Pour montrer à quel point Patrick D'Urville a raison dans ce qu'il dit.
Oui. Voilà. Et donc, il va inventer ces personnages, hein, et surtout ce petit garçon qui est en Vendée, l'île-dieu, 13 ans. Et puis, il est fasciné par la marine royale. Et puis, voilà, en cachette, paf, il va s'embarquer. Il va découvrir le monde, découvrir la vie des marins. Et quand on est adolescent et quand on est jeune, alors on lit rapidement cette trilogie. Elle se lit rapidement. C'est plein d'aventures, des pirates, des commandants. Voilà, oui, c'est une aventure trépidante du début à la fin. Je l'ai conçu exprès pour les enfants. Même, vous avez vu, même l'écriture, et c'est écrit en gros. Il y a des illustrations à l'intérieur. Et néanmoins, je me suis quand même beaucoup documenté pour écrire ces livres. Ça veut dire que tout l'environnement, les noms, les lieux, les personnes sont identiques, sont réels. L'histoire est une fiction, mais tout l'environnement est réel. Puis même les bouts, les bateaux, les bouts. Le nom des bateaux. Oui, j'ai vu que tout ça, c'était bien précis. Oui, voilà. On les retrouvait chez Vaxeller, on les retrouvait dans d'autres... C'est ça, tout est précis et tout est réel, le plus possible, quoi. Ah ben oui. Et puis à un moment, on a l'impression, surtout dans le premier, c'est comme si on était dans un jeu de bataille navale. Coulé, poursuivi, j'ai l'impression de jouer à bataille navale. C'était ça, la vie des pirates oscillait entre les tempêtes et les calmes plats, et puis les poursuites et les fuites. Parce qu'ils étaient aussi poursuivis par les marines de guerre. Oui. D'autant que, justement, c'est à ce sujet, c'est quelle loi s'appliquait au moment M à telle ou telle situation. Parce que si le bâtiment qui était en face était le plus fort, c'était la loi du plus fort. Hein, Voilà, oui. Après les lois, il y avait les lois officielles. Par exemple, à La Réunion, les pirates étaient poursuivis, étaient pourchassés comme des criminels. Mais c'était aussi des personnes qui étaient riches. Et donc, quand il fallait faire un peu de commerce avec, même les autorités fermaient les yeux. Les bateaux arrivaient vers Trois-Bassins ou Saint-Leu, commerçaient avec les habitants, on disait rien, et puis les pirates repartaient. Ça s'est même passé avec les Anglais, qui étaient nos pires ennemis. Mais quand il faut faire du commerce, là, tout le monde est d'accord. Voilà. Ouais, non, il y a rien d'exceptionnel. Moi, je crois, je le vois. Enfin, on le voit dans l'histoire de La Réunion. Même les bateaux. Avant 1545, les bateaux qui croisaient dans les Mascareignes, c'était les bateaux arabes. Donc, on n'avait pas cherché à savoir. Il n'y avait personne sur l'île non plus, de toute façon. C'était beaucoup plus simple. Mais quand on voit ce qu'on a fait sur l'île Tromelin, quand on a abandonné les esclaves malgaches, je veux dire que ils les ont abandonnés et ils ont récupéré que longtemps après, il restait 2 ou 3 personnes. 7 personnes. 14 ans après. 14 ans après. 6 femmes et un enfant. Il faut vivre sur un banc de sable. C'est absolument terrible. J'y suis allé sur cette île. J'ai réussi j'ai fait des missions pour mon boulot. Donc je suis allé sur cette île. C'est plat, c'est désertique, c'est brûlé par le soleil, c'est invivable. Au bout, j'ai réussi à me promener sur l'île. Les copains sont restés au camp de base. Ils n'ont pas voulu m'accompagner tellement les conditions sont dures sur Tromelin. Et quand on se promène tout seul, on se rend bien compte de ce que ces gens ont pu vivre. C'était absolument terrible. J'ai eu aussi la chance de plonger sur l'épave et de retrouver la forme du bateau, les canons, les ancres, les morceaux qui restent encore là. Mais c'est très très émouvant de repenser à cette histoire, quand on connaît l'histoire de ce navire, de revoir tous ces objets. Voilà. Et donc, on fait un saut, on revient à l'île Sainte-Marie, parce que les pirates dans le coin, c'était un peu leur repère. Exactement. L'île Sainte-Marie, la baie d'Ontongil, Madagascar, l'île Nonate, tout ça, tous ces endroits, c'était des endroits où ils étaient un peu tranquilles, où ils arrivaient à se protéger, à se rassembler entre eux. Ils formaient de véritables communautés avec leurs propres règles. On va dire comme sur les Pirates des Caraïbes, une confrérie. C'est ça. Voilà. Ils se rassemblaient, ils étaient plus forts à plusieurs pour attaquer, mais aussi pour se défendre. Et sachant que il y avait les Espagnols, les Portugais, là je parle des Européens, les Français, les Anglais, qui se tiraient la bourre pour savoir
qui avait telle ou telle île, c'était... Oui, puis c'était le passage vers les Indes. Ah oui. Donc les bateaux revenaient surtout des Indes chargés de richesses. Sachant que la route des Indes a été instituée par Jean-Baptiste Colbert en 1664 ou 63. Donc c'est vrai que cette route-là était devenue la route pour les bateaux qui allaient vers l'Europe, vers la France. C'est ça. Et c'est pour ça que les pirates se sont mis là vers Madagascar, la Réunion, Maurice, parce que c'était un endroit de passage, quoi. Ouais, exact. Voilà. Alors après on enchaîne sur Faka le fugitif, donc là on quitte un peu la mer, on revient un petit peu, mais la trilogie se lit très bien indépendamment, hein, les uns des autres. Voilà, alors, on retrouve les personnages, tout ça, mais ça se lit... Voilà, si vous avez vu, je me suis amusé en fait à croiser 3 destins. C'est ça. Si vous voulez que les personnes, chaque livre se lit indépendamment, oui. Mais les personnages, chacun des personnages se retrouve oui. dans chacun des livres. Oui. Et lorsqu'on lit tous les 3 livres, on comprend des situations. Oui. On sait pourquoi dans le premier livre il est parti, on sait pourquoi lui il était comme ça, il était comme ci. Voilà. Et donc je me suis amusé à croiser comme ça et à divulguer des petites informations dans l'un ou dans l'autre. Ah oui. Mais on peut en lire qu'un seul. Voilà. L'histoire a un début, a une fin et elle se tient. Et donc dans Faka le fugitif, il a les yeux bleus. Et ces yeux bleus-là, c'est comme une métaphore qui va tenir... voilà, oui, exactement. Exactement. Au-delà des yeux bleus, je veux dire, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Lorsqu'on parle de métissage à La Réunion, il faut aussi mettre en avant le métissage forcé. Oui. Oui. C'est forcé ou pas. Enfin, il ne faut pas toujours voir le Non, je dis, il faut aussi mettre en avant le métissage forcé. Oui. C'est-à-dire que tout n'a pas été que des histoires d'amour. Ah, mais complètement. Complètement. Il n'y a pas que des histoires d'amour. On imagine bien, c'est une succession de drames, de conquêtes et de mélange de population, quoi. Hein. À un moment, il le dit, hein, le jeune, il dit Balthazar le bâtard, alors il brûle la plantation. Exactement. Je ne vous raconte pas tout, mais voilà, il y a la colère, il est en colère contre ce père, contre tout ce qu'on lui dit pas, alors vous aimez hein, les 13 ans, ils ont 13 ans ou 10 ans, hein, chaque fois les personnages. Oui, comme c'est pour ces enfants-là, j'essaye de... Et on a cette colère, on sent voilà, j'essaye de raconter ça pour qu'ils s'identifient, en fait. Je vais reprendre ce que Kosso m'a dit. Lequel de ces 3 personnages vous auriez aimé être à 13 ans ? Je crois les 3 en même temps. C'est un peu, à travers tout ça, c'est un peu mon histoire. Tout à fait. Voilà. Vous savez, on m'a reproché à chaque fois dans mes petits livres, c'est l'histoire d'un petit garçon. Oui. Et on me reproche, on dit pourquoi tu n'écris pas une histoire de petite fille, mais parce que je peux pas me mettre à la place d'une petite fille. Je sais pas ce que pense une petite fille. Par contre, je sais ce que je pensais quand j'étais gamin. Ouais. J'ai eu la chance de vivre à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie, et c'est un peu mes aventures que j'ai vécues dans la forêt, dans les rivières, sur la plage, en mer, avec mon père qui m'emmenait partout, à la chasse et tout ça, à la pêche et tout. Et tout ça, je le condense dans mes livres. Et donc, c'est pour ça que je raconte l'histoire d'un petit garçon. Oui, en fait, c'est moi, quoi. Et quand il se cache dans la falaise, on sent le petit garçon qui a envie de se cacher et qui... Voilà. Non, c'est vrai que... Et puis, alors, le dernier, le fort de la trilogie, le fort Bon Noir, oui, on repart sur ce personnage-là qu'on a déjà vu dans les 2 autres et on va comprendre son histoire, comprendre comment il a quitté l'Afrique, comment il est devenu pirate, et esclave, pirate, sa fugue. En fait, alors lui, cette histoire, c'était dans un document très sérieux où j'ai lu qu'il y avait même des gens du Sénégal qui s'étaient retrouvés à La Réunion. Ah oui. Sûrement pas beaucoup, mais des gens qui étaient destinés à aller dans les Antilles et aux Amériques. Et puis bon, par les histoires de bateaux, les croisements, etc. Et ils se sont retrouvés finalement dans l'océan Indien. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, hein, un Sénégalais qui finit à La Réunion. Et puis je l'ai imaginé en tant que pirate. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé un peu ce personnage. Je voulais raconter cette histoire qui démarre dans les dunes de Saint-Louis, là, du désert mauritanien et sénégalais. Juste pour vous montrer à quel point c'est vrai, l'histoire de Sitaran, c'est quelqu'un qui vient du Mozambique. Oui. Oui, mais le Mozambique encore on peut comprendre.
Mais de là, est-ce qu'il y a un Sénégalais, vous voyez, c'est encore plus loin. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ou 3 ans, elle est d'origine béninoise. Voilà. Ah, oui. Voilà. Oui. Elle est réunionnaise, mais d'origine béninoise. C'est pour vous montrer que la proximité de l'Afrique est une réalité. Je connais quelqu'un ici du Sud qui s'est marié avec une femme du Botswana et il est en contact permanent. Mais encore maintenant. Oui, encore maintenant. Tout à fait. C'est maintenant. La Réunion continue son histoire de métissage. Et c'est une... Je trouve que c'est une richesse et une grande leçon au monde entier. Tout à fait. Et je suis même fier de participer à tout ça. Ah non, j'ai une petite fille malgache et j'en suis très content. Voilà. Alors, ce Forban, il arrive et avec lui, à un moment... Il nous reste 3 minutes. Ah oui, alors je fais vite. À un moment, il y a cette scène où lui-même, il est pirate sur un navire et ils combattent contre des négriers. Et là, il voit ce qu'on fait. Et c'est un bouleversement, quoi. Hein, bah oui, pour lui, là, il est révolté. Il est révolté et il ne se reconnaît plus, même. Il se reconnaît plus. Et là, c'est une fureur. C'est une claque, une gifle qui se prend. Voilà, alors ça. Et 1 minute. Pour le dernier. Non, il nous reste encore 2-3 minutes. Alors, Adam, le dernier homme sur la Terre. Alors, c'est l'histoire de cette maladie qui arrive. On ne sait pas, le monde est d'ici, mais on ne sait pas ce qui arrive. Juste pour faire un parallèle, pour ceux qui ont vu Deep Impact avec Elijah Wood et... on va dire Morgan Freeman, on va au Armageddon avec Bruce Willis et d'autres acteurs. C'est toujours la même question de savoir comment va se défendre le dernier ou les derniers survivants. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, j'ai eu l'idée je me suis dit, un jour, il va y avoir un dernier homme sur Terre. Ouais. Ça peut être dans 100 000 ans, dans 1 million d'années, mais ça peut être aussi dans 100 ans si on continue à faire des bêtises comme on le fait là. Ouais. Et donc, comment va être ce bonhomme-là qui va être assis sur son rocher? À quoi il va penser? Qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce que c'est dommage? Voilà. Et j'ai voulu me mettre dans la tête de cet homme-là. Et du coup, j'ai rassemblé dans ce livre, c'est toujours l'histoire d'un petit garçon au départ. 13 ans. Voilà, et puis qui grandit et qui découvre le monde comme ça. Et j'ai voulu rassembler dans ce livre un peu tous les mots MAUX, tous les problèmes de la planète, voilà, la pollution, les épidémies, le manque de pétrole, la famine, l'eau, la violence. Enfin, j'ai tout rassemblé, tous les thèmes sont abordés même très sérieusement par des chapitres intercalaires. Oui, avec en italique pour expliquer parallèlement pour expliquer. L'histoire. Là, c'est très sérieux, ça s'appuie sur des chiffres. Ouais. Et puis hop, il y a l'histoire qui se déroule. Alors effectivement, c'est l'histoire du dernier bonhomme. Donc ça, c'est bien tout le livre, et puis à la fin, ça se termine mal, puisque c'est le dernier. Et puis, si jamais vous voulez vous poser la question de savoir que ça fait, essayez de vous mettre à la place de l'acteur américain qui a joué dans Seul au monde, l'acteur de Forrest Gump, bien sûr. Donc, de vous dire, vous êtes à sa place. Vous êtes sur une île, et qu'est-ce que vous allez faire? Tom Hanks, qui s'est retrouvé dans cette situation-là, alors qu'il savait très bien qu'il n'était pas seul au monde, il était seul sur une île. Là. C'est exactement ça. C'est ça, c'est un peu ça, c'est ça. Et c'est ça qui est quand même magnifique. Parfois, on se dit, et si je me retrouvais sur une île déserte? Mais je me suis régalé à écrire ce livre. Et on se régale à le lire aussi. J'ai essayé de me projeter également. Oui, parce qu'à chaque fois, on se dit qui va rencontrer. Une rencontre. Ça m'ouvre encore un autre horizon. Plein de rebondissements. Plein de rebondissements, c'est un petit peu Robinson Crusoe, je veux dire. Et j'ai toujours trouvé bizarre. Enfin, j'ai trouvé bizarre. Ça m'a fait sourire quand elle dit on est quel jour? Vendredi. Tu t'appelles Vendredi. Et juste pour finir, peut-être une petite anecdote, c'est que c'est ma fille qui a fait la couverture. Elle a 16 ans, elle travaille dans des études d'art, et elle m'a dit, sans que je lui demande, elle a dit, tiens, regarde, j'ai fait ça pour ton livre, et j'ai trouvé que ça collait tout de suite à l'ambiance, elle avait bien compris l'ambiance que je voulais dépeindre, et voilà, donc c'est la couverture, c'est un travail d'équipe. Bravo. Donc ça me fait très plaisir. Bravo. Voilà. Grand bravo à la jeune fille, elle s'appelle comment? Yandou. Je ne vais pas le prononcer parce que je vais dire des bêtises. Si, Yandou. Yandou. Yandou.
Voilà. Donc bravo à Yandou pour cette couverture. C'est très gentil. Voilà. Qui est quand même jolie. Ah oui, voilà. oui, très Bravo joli. à elle et bravo à son papa pour tous les ouvrages qu'il a écrits. Donc dès qu'il y aura d'autres, on est là. Oui, avec plaisir. Le prochain, ça sera sur la préhistoire. Il est déjà écrit. Ah avec plaisir. Voilà. D'accord, on vous recevra donc pour cet ouvrage-là. Merci Patrick Gurville, merci Koulousou Nolibou pour cet échange. En tout cas, ça a été vraiment plaisant et ça montre aussi que cette île de la Réunion, c'est vraiment d'une île au monde. Et ça, c'est un clin d'œil à Paul Vergès. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Lalanne pour le travail que vous faites depuis maintenant. Grâce à vous, on peut faire merci encore. Grâce à vous, on peut continuer à exister. En tout cas, merci. Je vous dis à bientôt.